Il n'y a sans doute rien de plus effrayant que le naufrage d'un grand paquebot traversant l'océan. Et pourtant, par un étrange concours de circonstances, 2 catastrophes majeures impliquant des paquebots civils se sont produites à 3 ans d'intervalle au tout début du XXe siècle. Cependant, nous savons aujourd'hui bien plus de choses sur le naufrage du Titanic que sur celui du Lusitania. Bonjour à tous! Pourtant, en termes de nombre de victimes, ces 2 tragédies sont quasiment équivalentes. Dans les 2 cas, il s'agissait du plus grand paquebot du monde à l'époque, sombrant au fond de la mer. Mais mis à part cela, les similitudes s'arrêtent là. Car la grande différence entre ces 2 drames, c'est que le Titanic a été détruit par la puissance impitoyable de la nature, tandis que le Lusitania a été anéanti par la main de l'homme. Et c'est précisément ce qui rend, à certains égards, le naufrage du Lusitania encore plus terrifiant que la tragédie survenue à bord du Titanic. Bienvenue sur Perduchan. C'est parti! Prélude à la tragédie. La nouvelle catastrophe survint alors que le monde n'avait pas encore pansé ses plaies après la perte de 1500 vies englouties dans l'étreinte glacée de l'Atlantique. En effet, l'un des principaux protagonistes de cette nouvelle tragédie, le capitaine William Turner du Lusitania, avait été convoqué en tant que témoin au procès portant sur les circonstances du naufrage du Titanic. C'est ce même capitaine William Turner qui avait publiquement critiqué le défunt capitaine du Titanic pour avoir ignoré le risque posé par les icebergs et dépassé la vitesse autorisée. Turner était un véritable expert dans son domaine, l'un des officiers les plus expérimentés de la compagnie Cunard Line, qui possédait plusieurs navires comparables au Titanic. Avant d'être nommé capitaine du Lusitania, Turner avait gravi les échelons un à un, du simple mousse jusqu'au poste de commandement. Mais s'il avait su, au moment de son témoignage, qu'il deviendrait un jour à son tour l'accusé, il aurait sans doute pesé ses mots avec bien plus de prudence. Mais l'avenir est, par nature, imprévisible. En 1912, personne n'aurait pu imaginer qu'une guerre, bientôt connue sous le nom de Première Guerre mondiale, éclaterait 2 ans plus tard. Au printemps 1915, alors que le conflit battait déjà son plein, le Lusitania était considéré comme l'un des plus grands paquebots au monde et le plus rapide de tous. Grâce à une machinerie consommant près de 1000 tonnes de charbon par jour, le navire pouvait relier le Nouveau Monde à l'Ancien, c'est-à-dire les États-Unis à l'Europe, en seulement 7 jours. De plus, les quelques 2000 passagers à bord, y compris ceux des cabines de 3e classe, avaient accès à presque toutes les installations disponibles, et le service offert en 3e classe sur le Lusitania était considéré comme le meilleur de tous les liners transatlantiques de cette catégorie. Les concepteurs et propriétaires du navire n'avaient pas négligé la sécurité, en plus de la vitesse et du confort. Mais sur ce point, le drame du Titanic avait forcé une révision en profondeur. Concrètement, aux 16 canaux de sauvetage initiaux furent ajoutés 32 autres, et la coque du Lusitania fut renforcée avec un double fond et 34 compartiments étanches. Pourtant, au moment du chargement dans le port de New York, rares étaient ceux qui pensaient que ce 202e voyage du Lusitania pourrait s'accompagner d'un quelconque danger. L'ambassade d'Allemagne aux États-Unis avait pourtant publié un avertissement clair. L'Allemagne se réservait le droit d'attaquer tout navire arborant le pavillon britannique, ou celui de ses alliés, dans les eaux autour des îles britanniques. Mais, pour une raison mystérieuse, presque personne ne s'en soucia. Et pourtant, il existait bel et bien de sérieuses raisons de s'inquiéter de la sécurité des navires à vapeur comme le Lusitania. En réalité, les paquebots Lusitania et Mauretania avaient été construits grâce au financement de l'amirauté britannique, et un contrat liait la compagnie Cunard à la Marine royale, lui accordant le droit de réquisitionner ses navires à des fins militaires. Dans le cas du Mauretania, ce droit fut exercé. Dès le début de la guerre, il fut réquisitionné et converti en croiseur auxiliaire. Si le Lusitania n'a pas connu le même sort, c'est uniquement parce que l'amirauté jugea son exploitation militaire trop coûteuse. Cela dit, le navire fut tout de même utilisé en partie à des fins militaires. Lors de ce voyage, la cale du Lusitania contenait, en plus des méfins et du champagne destiné aux premières classes, des caisses de munitions et d'autres fournitures à usage militaire. Ce sont ces fameuses autres cargaisons qui feront polémique par la suite.
Et le 1er mai 1915, à 12h30, au son solennel d'un orchestre jouant une musique héroïque, le Lusitania largua les amarres depuis les quais de New York, entamant ce qu'allait devenir son dernier voyage vers Liverpool. Le parcours du sous-marin allemand. La veille du départ en grande pompe du Lusitania, soit le 30 avril, le sous-marin U-20 quittait silencieusement un port du nord-ouest de l'Allemagne. Aux commandes de ce sous-marin se trouvait le lieutenant Walter Schwieger, âgé de 30 ans. D'après les critères actuels, ce sous-marin ressemblait davantage à un cercueil flottant. Sa vitesse maximale ne dépassait pas 28 km/h en surface et à peine 17,6 km/h en plongée. Sa portée en navigation submergée ne dépassait pas 150 km. La majeure partie de l'espace intérieur était occupée par les ballasts remplis d'eau de mer servant à l'immersion. Les 35 membres d'équipage s'entassaient dans un petit compartiment central et toute idée de confort y était totalement exclue. Ils ne pouvaient pas se laver durant la navigation et il arrivait fréquemment que le contenu de l'unique toilette déborde et se répande dans le sous-marin. Pourtant, à l'époque, ce type de submersible était considéré comme une redoutable machine de guerre, et l'U-20 figurait parmi les 20 meilleurs sous-marins de la flotte allemande. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, l'Allemagne ne faisait que commencer à organiser sa flotte sous-marine. Mais cette arme se révéla particulièrement efficace contre une nation insulaire comme la Grande-Bretagne. En essence, les sous-marins allemands étaient les héritiers des corsaires, de véritables navires pirates accomplissant les tâches les plus sales, à la manière d'une bande de brigands. Aucune règle de guerre ni principe moral ne pouvait stopper ces prédateurs des profondeurs. Fidèle à cette logique de pirate, le 5 mai, l'U-20 intercepta une goélette marchande, l'Earl of Latham, en mer d'Irlande. Walter Schwieger ne gaspilla pas ses précieuses torpilles sur une cible insignifiante. Quelques obus tirés depuis le canon du bord suffirent à envoyer le navire par le fond. Ce jour-là, l'U-20 ne rencontra pas de grande cible, mais le lendemain, 6 mai, il repéra un petit paquebot nommé Candidate. Ce dernier fut canonné, puis torpillé après l'évacuation des passagers et de l'équipage. Le même jour, l'U-20 coula également le vapeur Caio Romano et le cargo britannique Centurion, achevant ainsi sa chasse commerciale du jour. Une torpille lancée contre le vapeur Arabica manqua sa cible. Ainsi, au coucher du soleil du 6 mai 1915, il ne restait plus que 3 torpilles à bord du sous-marin. Le règlement exigeait de garder 2 torpilles en réserve pour le voyage de retour. De plus, un épais brouillard s'était levé dans la soirée, réduisant drastiquement la visibilité et augmentant le risque de collision avec un autre navire. Face à ces circonstances, Walter Schwieger prit la décision de rentrer à sa base. Une rencontre fatidique. À ce moment-là, le voyage du Lusitania touchait à sa fin et les passagers commençaient à préparer leur débarquement à Liverpool. Seul le capitaine William Turner ressentait alors une légère inquiétude. Il avait été informé à plusieurs reprises de l'activité intense des sous-marins allemands en mer d'Irlande. C'est pourquoi, dans la nuit du 6 mai, il donna l'ordre de fermer les rideaux des hublots afin de rendre le navire moins visible. Un petit exercice fut également organisé à bord, au cours duquel les passagers apprirent à utiliser les gilets de sauvetage et les canots. De plus, le capitaine prit la peine de s'adresser aux passagers pour les rassurer à nouveau quant à leur sécurité. Mais le 7 mai, le destin tragique du Lusitania devint inévitable. Ce jour-là, la météo était dégagée sur la mer depuis le matin et la visibilité excellente. Le navire naviguait à environ 20 km des côtes irlandaises, décrivant de légères courbes à gauche et à droite. Le capitaine Turner pensait qu'un tel zigzag suffirait à éviter une attaque à la torpille. En réalité, il n'avait reçu aucune information précise sur le nombre de sous-marins allemands, ni sur leur trajectoire. À 14h, alors qu'il rentrait vers sa base, le commandant Walter Schwieger repéra à travers son périscope un grand navire naviguant sans aucune escorte. Ce paquebot était encore bien trop loin pour pouvoir être attaqué. Du moins, c'était vrai tant qu'il ne changeait pas de cap en direction du sous-marin. Et pourtant, une fois encore, le capitaine du Lusitania prit une décision logique, mais erronée. Ayant reçu des rapports flous sur la possible présence de sous-marins ennemis, William Turner réduisit la vitesse du navire et choisit de le rapprocher de la côte. Ce faisant, il mit cap droit sur la position du sous-marin allemand. À 14h10, le commandant allemand donna l'ordre de faire feu.
une torpille fut lancée en direction du Lusitania. Il restait 40 secondes avant que l'engin n'atteigne sa cible. Un délai suffisant pour que les passagers aperçoivent de leurs propres yeux la mort foncer sur eux. La trajectoire de la torpille était en effet clairement visible, dessinée à la surface de l'eau par une lueur brillante. L'explosion qui suivit pulvérisa le flanc tribord du navire, ainsi que les canots de ce côté, et ouvrit un trou béant juste sous la ligne de flottaison, assez grand pour y loger une locomotive. Cette déflagration endommagea les compartiments étanches numéro 4 et numéro 5, soit 2 des 34 que comptait le navire. Mais de toute façon, il n'y avait déjà plus aucun espoir de sauver le Lusitania. Le coup de grâce arriva 30 secondes plus tard, sous la forme d'une seconde explosion encore plus violente. À ce jour, les causes de cette deuxième explosion font encore l'objet de nombreuses hypothèses. A-t-elle été provoquée par une seconde torpille ? Pourtant, Walter Schwieger a toujours nié catégoriquement avoir tiré une deuxième torpille. Ou alors, est-il possible qu'après l'impact de la torpille sur la machinerie du navire, un nuage de poussière de charbon se soit formé, puis enflammé, provoquant l'explosion ? Ou bien, les munitions stockées dans les caisses aux côtés des autres fournitures militaires auraient-elles explosé ? Cette dernière hypothèse semble la plus crédible, mais l'amirauté britannique l'a catégoriquement rejetée. De son côté, le capitaine du Lusitania donna des ordres impossibles à exécuter. Il ordonna d'abord de rapprocher le navire de la côte, mais celui-ci était déjà hors de contrôle, rendant la manœuvre irréalisable. Ensuite, il donna l'ordre de faire marche arrière pour stopper le navire. Sans succès, là non plus. Le Lusitania, devenu totalement incontrôlable, continua d'avancer par simple inertie. Le capitaine ordonna alors d'abandonner le navire. Mais il était impossible d'exécuter cet ordre de manière ordonnée. En effet, le navire était incliné sur le côté. Les canots d'un bord étaient plaqués contre la coque, tandis que ceux de l'autre côté pendaient trop loin pour pouvoir être utilisés. Résultat, sur les 48 canots de sauvetage, seuls 6 du côté tribord purent être mis à l'eau. Certains passagers portaient leur gilet de sauvetage, d'autres non, mais la plupart se retrouvaient à l'eau, agrippés aux débris du navire, leur seul espoir de survie. La température de l'eau était d'environ 11 degrés centigrades, et beaucoup de ceux qui avaient survécu à l'explosion moururent ensuite de froid avant l'arrivée des secours. Le gigantesque Lusitania sombra à 14h28, soit 18 minutes après l'impact de la torpille. Au moment où la proue touchait déjà le fond, la poupe émergeait encore hors de l'eau. En fait, le navire mesurait près de 240 mètres de long, soit presque 3 fois la profondeur à l'endroit du naufrage. La tragédie du Lusitania coûta la vie à 1197 personnes, tandis que 763 survécurent, soit environ 40% des personnes à bord. Le capitaine William Turner fit partie des survivants. À l'issue du procès, il fut entièrement acquitté, mais la compagnie ne lui confia plus que le commandement de petits navires. Par la suite, la malchance sembla le poursuivre. 1 an et demi plus tard, un autre de ces navires fut attaqué par un sous-marin allemand, entraînant la mort de 150 personnes. Turner en réchappa une nouvelle fois, puis prit sa retraite 6 ans plus tard. Quant à Walter Schwieger, le responsable du naufrage du Lusitania, il fut promu et placé à la tête d'un sous-marin plus puissant. En 1917, ce sous-marin sauta sur une mine, entraînant la mort de tout l'équipage, Schwieger compris. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et surtout, laissez un pouce bleu pour nous soutenir. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!